Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une nouvelle soirée de la Rafcha Info. Qu'est-ce qu'il y aura au programme ce soir? Sommaire. Wadlow n'est pas dans la course des réalisateurs pour Clayface. Russell Crowe revient dans un film historique aux côtés d'un acteur de renom. Clint Eastwood refusa l'étoile sur le célèbre Hollywood Walk of Fame. Un retour de la saga Jumanji. The Hollywood Reporter vient contredire les informations récemment publiées par Deadline. Pour rappel, ce dernier annonçait que la recherche d'un réalisateur pour le film Clayface était lancée avec Jeb Wadlow, connu pour Kick-Ass 2, Action ou Vérité, et James Watkins, Speak No Evil 2024. En tête de liste, or selon The Hollywood Reporter, Wadlow n'aurait jamais été pressenti pour le poste, une nouvelle qui, au vu de son parcours, pourrait en réjouir certains. En revanche, Watkins devrait bien être reçu en entretien dans les semaines à venir, même si rien n'est encore acté. De plus, il apparaît que la recherche d'un réalisateur est en réalité en cours depuis la fin de l'année dernière. DC aurait notamment engagé des discussions avec J.A. Bayona, connu pour Jurassic World Fallen Kingdom, mais celles-ci n'ont finalement pas abouti. The Hollywood Reporter révèle également un possible synopsis du film. L'histoire suivrait un acteur de série B qui, pour prolonger sa carrière, s'injecte une mystérieuse substance. Il découvre alors qu'il est capable de remodeler son visage et son corps, se transformant ainsi en une créature d'argile vivante. N'hésitez pas à réagir, que ce soit en direct ou en replay. De toute manière, toutes les rediffusions de la Rafcha Info sont le lendemain retransmises sur YouTube. Donc, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à réagir non seulement à cette news, mais aussi aux autres également. Et je vais tout de suite laisser la parole à mon cher invité que vous connaissez, à savoir Mulder Fox William et les dossiers du cyborgien sur YouTube. Concernant cette news sur le film Clayface. C'est à toi. Ah ben, première impression, le projet est sur de bons rails, il y a un développement, on est loin de l'époque où, on est loin du temps où DC annonçait des projets de films en pagaille et puis plus rien pendant X années. Là, il y a quand même des news qui se renouvellent quand même pas tous les mois, je dirais pas, mais de temps en temps, on a des news sur les projets. Donc, c'est bon, ça avance. Ensuite, deuxième impression. Alors, moi, dans les news que j'avais, c'est, grosso modo, le Clayface qui va servir de sujet au film, c'est Matt Hagen. C'est le nom, en fait, c'est le Matt Hagen, c'est le Clayface de Batman dessin animé. Et vous voyez, qui est donc un acteur de série B qui a un lien avec la mafia et ou avec le père en tout cas, et qui se retrouve, qui a un destin un petit peu comme le Joker, dans le sens où il devient dépendant d'un produit de chirurgie. Parce que il me semble que dans le comics, en tout cas dans la série animée, c'est ça, c'est que il a un accident de tournage qui le défigure, il devient dépendant et le père lui donne un produit un petit peu esthétique. Il devient dépendant de ce produit. Parce que sans ce produit-là, il a une gueule défigurée. C'est le Hollywood des années 40-50, c'est de la moindre imperfection sur le visage, sur le physique. Ça te condamne d'office. Et il devient dépendant de ce produit à cause de ça, à cause de cette dépendance au niveau plastique. Et il devient vite accro, ce qui fait qu'il devient facilement manipulable aux yeux de la pègre. Et il y a un accident qui fait qu'il fusionne avec une grosse masse de ce produit. Il devient donc Clayface. A priori, ce serait ça le sujet du film. Si j'ai bien compris les intentions du scénariste, ce serait donc un truc indépendant, du genre film de monstre, du genre vraiment film d'horreur. Là, ce qui m'amuse, c'est que il y a l'air d'avoir pas mal de développement, de problèmes de développement. Tu viens de citer qu'il y a un problème, je crois que c'était le scénariste ou le réel on savait pas trop qu'est-ce que c'était. Donc là, ce qui m'amuse, c'est que voilà, on se moque de Marvel et Disney, mais je suis du côté des DC, c'est à peu près pareil, quoi.
C'est pour te dire que c'est les astres c'est l'enfer de développement. Le développement, c'est vraiment ça. C'est qu'on on veut être au courant de tout. Bah oui, mais au moment d'un développement, c'est classique, quoi. C'est que il y a des noms qui sont avancés, des rumeurs qui sont avancées, et au final, il va falloir attendre au moment où le film va sortir pour voir que les langues se délient, pour que les gens puissent, enfin que les personnes impliquées dans la production puissent débunker ou pas les bruits de couloir qu'il y a eu pendant la production. Là, en l'occurrence, c'est un nom d'un réel qui était avancé, puis qui finalement ne le sera pas. Mais, on peut mettre ça aussi en rapport avec les problèmes de production chez Batman 2, je pense. Ils savent pas trop comment se dépatouiller avec ça, parce que l'effet, finalement, c'est un bad guy de Batman. C'est ça le truc. Et il y avait pendant le moment, parce que j'allais oui dire, je me gourbe peut-être, mais à l'époque où Schumacher s'occupait de la Sega, il aurait pu faire partie le Clayface, aurait pu faire partie des bad guys du Batman 5, qui finalement n'a pas eu lieu. Normalement, il devait y avoir une suite à Batman et Robin, de Batman 5, et normalement, il aurait peut-être pu en faire partie. Il me semble que Jeff Goldblum était considéré pour être l'épouvantail dans ce film-là, mais Clayface aurait pu en faire partie, avec un retour probable du Joker. Enfin, c'est vraiment notre débat là, c'est vraiment une autre période. Là, j'ai pas envie de me perdre. C'est pour te dire que la mythologie Batman a une bonne galerie de personnages. Clayface en fait partie. Donc pour moi, le Clayface, c'est développement classique de projet. Ils sont en train de chercher les noms qui peuvent coller au projet. C'est classique. Faut pas se mettre dans une position praquée à base du putain, ça va Barry, ça savent même pas qui c'est. Ils savent même pas qui va s'occuper du projet. C'est classique, c'est classique. Ils cherchent seulement, mais là ils en sont qu'au début de l'univers. Superman numéro 1 n'est toujours pas sorti. Il sort dans quelques mois, donc on a le temps de voir venir. Eh bien, merci à toi pour ces informations. N'hésitez pas donc aussi à réagir aussi bien aux news que voilà quand nous discutons, si vous êtes d'accord ou pas, etc. N'hésitez pas à laisser votre impression également. Un film historique à la portée épique. C'est ainsi que deux Hollywood Reporter décrire The White, un projet qui marquera les retrouvailles à l'écran d'Ethan Hawke et Russell Crowe. L'intrigue qui se déroule dans les années 30 prend place en Oregon. Ethan Hawke incarne Samuel Murphy, un homme dont la vie bascule après la mort de sa femme, lorsqu'il est emprisonné dans un camp de travail dirigé par Clancy, un surveillant impitoyable joué par Russell Crowe, désirant s'évader et retrouver la garde de sa fille Penny. Murphy se retrouve malgré lui plongé dans un dangereux réseau de contrebande d'or orchestré par Clancy. Il devra également faire face à de lourdes menaces, dont la trahison potentielle d'un membre de son propre groupe. Padraig McKinley réalisera le film d'après un scénario signé Shelby Gaines, Matthew Chapman et Matthew Bowie, basé sur une histoire originale de Bowie et Leo Chapman. La date de sortie reste encore à déterminer. The White marque le grand retour de Russell Crowe sur le devant de la scène. Il retrouve le genre historique qu'il a déjà exploré sous diverses facettes, de Gladiator à LA Confidential. L'acteur sera également prochainement au casting de Nuremberg, dont la date de sortie en France n'a pas encore été révélée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette news concernant Russell Crowe et me dire également ce que vous pensez de cet acteur. Est-ce que qu'est-ce qui vous plaît chez cet homme, les films donc qu'il a pu faire, etc. Et je vais laisser la parole tout de suite à mon invité. Ouais, ta news, c'est bien Russell Crowe et Ethan Hawke font un film ensemble, c'est ça? Exactement. C'est pas la première fois que les deux font un truc ensemble. J'ai pas souvenir que. Ou alors je me plante. Attends, je cherche.
L'air de rien, ce serait une bonne rencontre. Alors, ouais, Oregon en 1930, oui, c'est là. Parce que de mémoire, c'est pas des retrouvailles, pour moi, c'est la première fois où ils sont ensemble. Tu vois, les deux sont d'excellents acteurs. Hein, que l'on soit clair, les deux sont d'excellents acteurs. Il n'y a pas de souci. Il y a pas de mal. Russell Crowe, pour moi, il sera jamais. Alors, pour beaucoup, je présume qu'il sera jamais le gladiateur de Ridley Scott, mais moi, je le connais bien avant. Enfin, moi, je le connais. Enfin, pour moi, il sera jamais la brute de Bud, je crois, dans Les Confidentiels. Il joue un flic baraqué. Enfin, dans Les Confidentiels, c'est un vieux film. Début 2000, je dirais, qui est sorti au même moment que Titanic. Parce que le fun fact, c'est que la course pendant l'année des Oscars, t'avais 2-3 films en fait. Titanic a tout raflé, hein, je crois que c'était 11 Oscars et compagnie. Mais à côté, t'avais Les Confidentiels. Et le problème, c'est que et je fais partie des personnes pour dire que Les Confidentiels, c'est si Titanic n'avait pas été là, c'est lui qui aurait tout raflé. Parce que le casting, il y a du beau monde, il y a Russell Crowe, il y a Guy Pearce, Kevin Spacey, il y a Kim Basinger, je crois. Voilà, il y a du beau monde. Il y a même James, juste comment il s'appelle, le fermier de Babe qui est dedans. Il y a Danny DeVito. Voilà, il y a du beau monde. L'histoire se déroule Hollywood, années 40. Et c'est adapté d'un roman de James Mallory. Et Russell Crowe, il joue le mec, la brute du coin. C'est le flic brut. Pour moi, il sera jamais celui-là. Ça sort 2-3 ans avant Gladiator. Il joue aussi dans Mort Vif, à peu près la même période, je crois même 2 ans avant les confidentiels, pour te dire à quel point le mec a une carrière dans les pattes. Il n'est pas seulement le Gladiator Maximus de Ridley Scott. Et Ethan Hawke, pour moi, c'est aussi un très très bon acteur. Alors moi, j'ai tendance à le confondre avec un autre en fait qui a à peu près la même gueule. Et moi, je le connais pour American The Purge. Je crois que c'est American Enigma, dans ce jeu-là. Il joue le premier film, en fait. Le premier film qui est à huis clos. Il joue le premier. Il joue aussi dans Erickson, le mec qui fera plus tard Doctor Strange. Enfin, voilà, c'est des très très bons acteurs. Bon, forcément, à l'écran, ça devrait donner, quoi. On devrait le voir. Le film part déjà sur un bon point. Il y a un duo d'acteurs solide à l'écran. Donc pour moi que Russell Crowe, le film historique, il s'y connaît. Robin des Bois, bon Gladiator j'ai pas vu, le Gladiator numéro 2 j'ai pas vu, je sais pas si je le trouve ou pas. Mais voilà, Master and Commander aussi, par exemple. Enfin voilà, pour moi c'est le film en projet là, il part sur une bonne base. Après le réal, je connais pas, il va falloir que je me renseigne, mais voilà, mon avis, c'est que les classiques, c'est Don Louis. Ethan Hawke, Russell Crowe, il est déjà un capitaine de sympathie, le mec au casting fait du bon boulot. Après, c'est voir s'il y a direction artistique, et voir s'il est réel, à voir si l'histoire peut être intéressante. Très bien. Donc, ça t'intrigue? Oui. Au minimum, oui. Très bien. Très bien. Parfait. Eh bien, merci pour ton retour. Alors, à Los Angeles, le Hollywood Walk of Fame est un incontournable pour les visiteurs de la ville. Créée en 1958, cette promenade des célébrités hollywoodiennes rend hommage aux nombreux talents de l'industrie du spectacle. La Chambre de commerce de Hollywood, par l'intermédiaire de l'association Hollywood Historic Trust, veille sur ses quelques 2700 étoiles. L'attribution d'une étoile donne lieu à une cérémonie soigneusement orchestrée, aussi précise qu'un mécanisme d'horlogerie suisse. Le Walk of Fame accueille une diversité de personnalités. Hommes politiques, pop stars, icônes du showbiz et figures emblématiques de l'industrie du divertissement. On y trouve même des personnages fictifs comme Mickey, Kermit la grenouille, Batman, ou encore des animaux célèbres tels que Rintintin, Lassie, Snoopy et même l'ogre vert Shrek, qui a reçu son étoile en mai 2010 pour célébrer son 20e anniversaire, pour n'en citer que quelques-uns.
Pourtant, ne cherchez pas dans cette longue liste d'acteurs et réalisateurs légendaires que l'on ne présente plus depuis des années. Devenu une véritable marque à lui seul, Clint Eastwood. C'est difficile à croire, mais c'est pourtant la vérité. Si certains estiment que recevoir une étoile sur Hollywood Boulevard est l'apogée de leur carrière, et c'est leur droit, même si l'on n'est pas obligé d'adhérer à cette idée, Clint Eastwood, lui, n'a jamais accordé la moindre importance à cet honneur. Bien qu'il ait été proposé à plusieurs reprises pour cette distinction, il a toujours privilégié son art aux récompenses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du fait qu'il ne veut absolument pas son étoile. Voilà, comme il dit, le cinéma passe en premier. Êtes-vous d'accord avec lui? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et tout de suite, je laisse la parole à mon cher invité Mulder. Le moment, ça cache pas un truc dans le genre, et il s'est fait tellement ostracisé, tellement méprisé par tout Hollywood à une période, j'entends, parce que pendant, il fait partie des acteurs qui étaient, je pense à la période genre Inspector Harry, où il était bon ton de le dénigrer, parce que son personnage était, je dirais pas mal aimé, mais je dirais, comment dire, bah, c'est un salaud, quoi. Le Dirty Harry, c'est un salopard, quoi. Enfin, c'est le personnage qu'on adore détester, dans le sens où c'est un mec grande gueule qui est cynique. Enfin, quand tu regardes ces films-là maintenant, c'est un petit peu dur. Mais c'est devenu les classiques parce qu'il y avait une certaine noirceur dans le film qui les rendait intéressants. Le personnage se foutait ouvertement la gueule de l'administration de l'époque. Et et pour ça, il était beaucoup critiqué. Donc je me demande s'il a pas gardé un petit peu de ça. Parce que maintenant, il y a des positions politiques qui fait partie, grosso modo, il fait partie des Républicains. Hein, on se le cache pas. Si, il assume lui-même, donc c'est pas une révélation. Hein. Il assume lui-même. Il a critiqué pendant la campagne Obama. Il a eu des positions ouvertement anti-Obama. Il s'est foutu la gueule d'Obama. Et donc je me demande si c'est pas par rapport à ça plus que par rapport à la position de l'art avant tout. Parce qu'il voit que le monde change et en voyant ces films, tu te rends compte que il change dans une direction qu'il n'aime pas. Ce qui est pas, ce qui est un petit peu comble de l'ironie parce que t'as l'impression que c'est un de ces personnages qui parle à sa place. C'est totalement le discours qu'aurait pu avoir le Marshall dans Monde Parfait ou l'agent secret dans la ligne 2000. Voilà, c'est des caractéristiques. T'as l'impression que ces personnages-là viennent un petit peu d'une de ses personnalités à lui, quoi. Il a dû lâcher un petit peu ces personnes pour faire ces personnages-là. Du coup, t'as l'impression que c'est un de ces personnages qui parle à sa place. Moi, je vois ça comme une sorte de... c'est son avis sur l'époque, en fait, tout simplement. C'est qu'il a du mal à accepter le fait que... voilà, il y a un peu... Pour moi, c'est simplement une réaction par rapport au monde du divertissement qui va dans une direction qui ne cautionne pas. C'est un petit peu ça, en fait. Et il y a aussi le fait que je crois que c'est bon. Enfin, ça va bien avec le côté. C'est bon. Le cinéma, j'ai tendance à tourner la page. Ah oui, là, je l'ai oublié. Son dernier film a été boycotté par la Warner. Je sais pas si tu as vu son dernier film. Je crois que ça s'appelle Deuxième Juré. Mais... à peine il était sorti, quelques semaines plus tard, il était déjà en VOD. Ouais, et c'est en fait parce que je crois qu'aux États-Unis, il s'est fait un petit peu boycotter. Le jury numéro 2, voilà. Et ce qui me semble que, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu parce que film Clint Eastwood, mais qui ont été, quand ils ont appris les conditions de distribution, ils étaient en pétard parce que c'est un film de Clint Eastwood, donc respect. Mais le problème qu'il y a eu, c'est que j'ai l'impression qu'il est en froid avec la Warner, alors que la Warner, c'est comme sa maison, hein. Il est chez lui, quoi. Enfin, c'est le studio qui a fait de lui ce qu'il est, quoi. Parce que c'est ce studio qui l'a fait rencontrer des Ted Post, et Don Siegel et compagnie. Et j'ai l'impression que j'ai la grosse impression que parce que le jury numéro 2, c'est
fait un petit peu. Ça n'a pas eu une sortie classique, mais une sortie sur très peu de copies, parce que la Warner ne cautionnait pas le film. Et je pense que ça ne cautionnait pas la personnalité de Clint Eastwood. Enfin, il y a tout un bazar sur ça, j'ai pas trop compris ce qui passait, mais grosso modo, j'ai eu pas mal de coups de gueule de cinéphiles, journalistes par rapport à ça, parce que le mec dit affirme, bon, ouais, c'est mon dernier film, point, j'en arrête là. Enfin, en même temps, venant de Clint Eastwood, tu peux te demander, mais qu'est-ce qu'il va faire après? Parce que c'est vraiment son dernier film, il va enchaîner un autre, En un même temps, petit il est peu comme plutôt il jeune. Hein. Voilà, tu peux te demander si est-ce que c'est vraiment son dernier film et après il a plus la pêche, il va faire du jardinage après, ou est-ce que c'est une pause en fait, genre c'est bon, j'ai plus l'énergie pour, et que s'il trouve un bon sujet, il va repartir. Tu te demandes si c'est pas un peu, s'il est dans ce jeu-là, mais comme tu dis, il est plus tout jeune. Mais je miserais plutôt sur le fait qu'il y a un froid entre lui et la Warner et le fait que il est le Hollywood, le monde du divertissement, part dans une direction qui ne cautionne pas, ce qui veut bien être un personnage. Et aussi le fait que, c'est peut-être ça qui est le principal, il y a un business autour de ces étoiles sur ce boulevard qui ne cautionne pas. Ça coûte un paquet, ça coûte la peau du cul. Et c'est pas le seul acteur connu à n'avoir pas accepté d'avoir une étoile sur le trottoir. C'est pas le seul. Je crois qu'à Denzel Washington aussi c'est pareil. Et je crois que il me semble qu'il y a plusieurs comme ça en fait qui auraient pu avoir leur étoile et qui ont refusé en fait parce qu'il y a tout un business autour de ces étoiles. Il faut réserver, ça coûte des pots du cul. Je crois que ça coûte plusieurs millions et tout. C'est pas gratuit, hein, c'est pas un truc bénévole. Il faut que c'est l'acteur de le payer. Et il y a tout un business dessus. Tout ça, tous ces facteurs me font dire que oui, je peux comprendre le mec. Si j'ai vraiment juste, hein, si ça se trouve, il y en a une ou deux, ça n'a même pas traversé l'esprit. Mais c'est important de voir que à travers ce refus-là, il y a plusieurs choses qui peuvent entrer en ligne, en dehors du côté artistique. Très bien. Merci à toi et puis aussi pour rappeler aux personnes donc, qui connaissent pas forcément Clint Eastwood, euh, il a fait du western. Il est connu en tant qu'acteur, mais il est également connu en tant que réalisateur, où il a réalisé pas mal de films. Et donc justement son dernier dont nous parlions, à savoir Juré numéro 2, qui a été malheureusement boycotté par la production. C'est pour ça que même je faisais partie des gens qui étaient mécontents. Après, est-ce que ça sera son dernier film? Ben oui, il l'avait dit. Et puis comme je l'ai précédemment évoqué, il est plutôt jeune car fin mai 2025, il aura 95 ans. Donc voilà, je pense que il y a eu une bonne ère de Clint Eastwood. Euh, et euh, je pense que s'ils vont faire des grands coffrets, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, en tout cas à être au courant également, tout comme moi, avoir des coffrets Clint Eastwood, etc. Jumanji, Bienvenue dans la jungle, la suite du film culte de 1996 avec Robin Williams a été diffusé il y a quelques jours sur TMC. Mené par Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart et Karen Gillan, ce long métrage réalisé par Jake Kasdan raconte l'histoire de 4 lycéens dont la vie prend un tournant dramatique lorsqu'ils sont transportés dans l'univers de Jumanji. Les 4 adolescents se retrouvent mystérieusement projetés au cœur de la jungle, dans les corps de leur avatar. Très vite, ils comprennent que Jumanji n'est pas un jeu comme les autres. C'est le jeu qui décide des règles. Pour retourner dans le monde réel, ils devront affronter des dangers mortels et surmonter l'ultime épreuve. Sans quoi, ils risquent de rester prisonniers de Jumanji à jamais. Le film a rencontré un immense succès, amassant 960 millions de dollars au box-office mondial.
2 ans plus tard, une suite intitulée Next Level voit le jour et récolte 801 millions de dollars à l'échelle mondiale. Un troisième volet est rapidement envisagé, mais la pandémie de Covid-19 vient ralentir le projet. Cependant, en octobre 2024, Sony Pictures annonce enfin la date de sortie du dernier film de la trilogie portée par Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black et Karen Gillan. Ils retrouveront la jungle le 9 décembre 2026, soit 7 ans après leur dernière aventure. Le tournage du film d'aventure est prévu pour 2025, comme l'avait annoncé le producteur Hiram Garcia en 2021. Le fidèle collaborateur de Dwayne Johnson avait alors précisé que le tournage du film de Jake Kasdan commencerait après la sortie de Red One. Toujours réalisé par Jake Kasdan, ce long métrage devrait clôturer la trilogie avec Dwayne Johnson, comme l'a confirmé celui-ci lors de son passage sur Virgin Radio UK en 2022. Jake a une idée très spéciale pour Jumanji 3, qui devrait être le film final. À ce jour, l'intrigue du prochain film reste inconnue, mais rappelons qu'à la fin de Next Level, des animaux s'échappaient du jeu pour envahir notre monde. Il est donc probable que le prochain volet se déroule dans notre réalité, une direction qui rappelle celle du film original. Reste à savoir comment les avatars des adolescents pourront être intégrés dans ce monde réel. Les acteurs principaux Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, ainsi que les jeunes Madison Eastman, Morgan Turner, Sir Darius Blair et Alex Wolff devraient reprendre leur rôle. D'autres informations sur le casting ont circulé grâce au site Gillian Freaking Robot, mais elles doivent être prises avec précaution. Selon le site américain, Dwayne Johnson aurait proposé à Brendan Fraser, qu'il a remplacé dans la suite du Voyage au centre de la Terre, de rejoindre le film pour interpréter le père de Spencer, incarné par Alex Wolff. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez concernant Jumanji. Alors, je précise tout de suite, quand je parlais de trilogie, c'est trilogie avec Dwayne Johnson, parce que sinon il en existe 4. C'est pas Jumanji 3, comme ils avaient l'air de dire, c'est Jumanji 4. Mais c'est un troisième Jumanji avec Dwayne Johnson. Voilà, à ne pas confondre ceci, je voulais juste être clair là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Concernant Jumanji, est-ce que vous préférez, parce que je sais que pas mal de personnes préfèrent même la version originale, donc avec Robin Williams, le tout premier film, et à voir ce que ça donne en fait avec ceux de Dwayne Johnson. Est-ce que vous êtes réceptif ou non? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et je vais tout de suite laisser la parole à mon cher Mulder. Oui, donc effectivement, c'est Jumanji troisième volet, en sens où le premier volet, c'est donc le reboot de remake, le premier avec Dwayne Johnson. Là, on a entendu Jumanji Next Level, et on sait toujours pas le titre. Alors attention, c'est Jumanji 4, hein, parce qu'il est bien précisé que Bienvenue dans la jungle est bel et bien la suite du film culte avec Robin Williams. Il y a un statut bâtard à ce niveau-là, c'est que le premier avec Dwayne Johnson, il y a un statut bâtard, c'est que les clins d'œil références ne fonctionnent pas avec celui de Robin Williams. C'est le souci, c'est que quand tu regardes bien, mais c'est pas cohérent. Parce que dans le premier film avec Robin Williams, il y a une fin, ça se conclut, l'histoire est indépendante, elle n'appelle pas de suite. Et le premier qu'il y a avec celui-là, c'est qu'on veut faire référence à un gamin qui serait piégé, oui, donc d'office, oui, bah c'est celui de Robin Williams. Oui, mais le problème, c'est que la fin du film, en fait, ne fonctionne pas avec celui de Robin Williams. Du coup, je comprends la confusion, parce que dans le premier avec Dwayne Johnson, ça fait référence à, mais les références ne fonctionnent pas, en fait. C'est que t'as pas... Si tu revois le premier avec Robin Williams, oui, mais du coup, ça ne fonctionne pas avec la suite. Parce que normalement, je veux pas spoiler tout ce qu'il y a pour Robin Williams, mais
c'est vrai, faut vraiment prendre ça comme un reboot qui fait référence clin d'œil, mais sans plus, ça n'a pas vraiment de rapport avec le film de Robin Williams. Alors que normalement, ouais, la plupart des personnes vont prendre ça comme une référence qui lirait le truc, mais ça fonctionne pas en fait dans l'histoire. C'est pour ça qu'il y a ce statut bâtard du ouais, autant prendre ça comme un genre comme un Jumanji 4 point barre, faut pas chercher midi à 14h, et le premier est un lien un petit peu bâtard. C'est qu'on fait référence à un gamin, le gamin n'est pas le gamin de Jumanji numéro 1. Enfin, du Jumanji avec Robin Williams. Faut vraiment penser comme ça. C'est un 4e film, Jumanji, dans le sens où il y a 4 films avec le titre Jumanji. Comme ça, on fera la paix avec tout le monde. C'est le gamin du Jumanji numéro 1 dont ils font référence, c'est pas Robin Williams, c'est un autre. Voilà. C'est pas Jumanji 2. Mais sinon, après, pour le Jumanji Tour, alors moi, gros nostalgique de Jumanji, dans le sens où j'ai vu le premier au Cinoche. Hein. Je crois que je vais avoir 18-19 ans, j'ai vu le premier au Cinoche. J'ai pas trop aimé à l'époque parce que j'étais trop vieux, j'étais ado. Mais j'ai appris à l'aimer plus tard, au fur et à mesure de ses rediffusions. Il y a alors un film culte que j'ai classifié dans le genre là, un peu malaisant. Je l'ai croché sur une actrice qui s'appelle Kirsten Dunst, et elle fait Kirsten Dunst, et dans le premier Jumanji, c'est elle qui joue une des gamines qui est... Voilà. Donc tu croches sur une actrice et tu le vois après qui a 10 ans. Il y a pareil avec Scarlett Johansson dans L'homme qui murmurait les chevaux, elle est encore ado, par exemple. Ou Nathalie Portman aussi, pour certains, quand ils voient des lions après, ça leur fait bizarre. Enfin, tu vois que... ça fait partie de ce genre de trucs-là. J'ai aussi pareil avec Entretien avec un vampire, où elle a 14-15 ans, même chose. Alors que moi, j'ai croché sur Spider-Man numéro 1, où elle était lycéenne, hein. Enfin, son personnage est lycéen, cherche du boulot, quoi. Elle est adulte, même elle est adulte et cherche du boulot. Elle rentre dans la vie active, quoi. Et dans le Jumanji, là, qu'est-ce qu'il y a encore? Faut voir, pour les connaisseurs, je crois qu'il y a oui, c'est intéressant de le voir maintenant, le Jumanji numéro 1, parce qu'il y a peut-être en fait qui, dans les acteurs secondaires, ont pas mal déconné. Je crois que le papa de Robin Williams dans Jumanji numéro 1, c'est celui qui, alors, dans Titanic de Cameron, c'est lui qui fait le constructeur du Titanic. Je sais pas si ça fait un rapprochement. Pour te dire que il y a des têtes en fait qui sont connues, quoi. Et pour alors je me souviens plus, il me semble que dans Jumanji avec Dwayne Johnson, c'est un jeu vidéo, non? Le jeu, c'est pas un jeu de plateforme, c'est pas un jeu de société, c'est pas un jeu de plateau. Exactement, c'est ça qui fait aussi une différence. Voilà. Donc ça ne peut pas être le Jumanji, ça ne peut pas avoir de rapport avec le premier Jumanji et Robin Williams. Dans le premier Jumanji et Robin Williams, c'est un jeu de plateau. Rien ne nous dit que ça peut pas avoir de rapport, tu sais. Un jeu peut être un jeu de société, ensuite transformé en jeu vidéo. Mais après, bon, ça, tu sais, ce sont des choses... Après, des fois, tu peux trouver des petites pincettes, tu sais, ça, c'est on dira que on va dire. Voilà, on dira que c'est une édition du même univers. Voilà. C'est on dira que c'est... Les deux éditions, que ce soit plateau ou que ce soit jeu vidéo, sont une porte vers le même univers en jeu. Donc voilà, on va calmer tout le monde. Voilà. Mais donc... Ils savent pas trop faire le geek chipoteur. Non, c'est pas le même truc, c'est pas le même délire. Oh, ça va, c'est un truc de fiction de base. C'est ça. Mais donc, moi, ma question en tout cas, est-ce que... donc tu me dis justement par rapport à Jumanji, tu l'avais vu au cinéma, mais... Qu'est-ce que tu penses justement de ces deux versions, même si, voilà, bon, on remet le truc en contexte, bien évidemment, suite, pas suite, etc. Bref, avec Robin Williams et maintenant avec Dwayne Johnson, est-ce que tu as plus, lequel as-tu plus accroché à l'heure actuelle? Ah, toujours celui avec Robin Williams, parce que faut bien prendre conscience que dans le film avec Robin Williams, il y a un jeu de... c'est un gamin qui est prisonnier du jeu. Et quand il s'échappe, l'histoire du film, c'est ça. Ça passe pas entièrement dans le jeu. Dans le premier film, avec Robin Williams, c'est un gamin se retrouve prisonnier du jeu, gamin. D'autres gamins, à d'autres époques, le sortent du jeu adulte. Donc c'est Robin Williams qui sort du jeu, mais le Robin Williams qui sort du jeu, c'est celui qui était gamin dans le passé.
Et l'enjeu du gamin, c'est de retrouver, ses repères dans le monde réel. Donc t'as tout ça en fait qui se met en branle dans le premier film avec Robin Williams, c'est comment le gamin va réussir à s'intégrer dans le monde alors que l'univers du jeu contamine la réalité. Le film se passe dans notre monde, hein. L'intérêt du jeu, l'intérêt du film, c'est l'univers du jeu, l'univers de la jungle du jeu, parce que tu vois des singes, tu vois des rhinocéros, tu vois le chasseur en fait du jeu qui sortent pour poursuivre en fait pour continuer parce qu'il contamine. L'univers du jeu contamine la réalité. Alors que là, avec la Dwayne Johnson, j'accroche pas parce que ils sont dans l'univers du jeu. C'est un petit peu un délire à la Tron. Les personnages rentrent dans le jeu. Alors que dans Jumanji de Robin Williams, le jeu, ça consistait à ce que, en gagnant la partie, l'univers du jeu rentre dans le jeu. Tout ce qui est contaminé, tout ce qui est sorti du plateau rentre dans le plateau. Et dans le film avec Robin Williams, l'intérêt c'est de voir un petit peu comment les personnes entre guillemets du monde réel. Je pense au gamin par exemple qui Sundance, c'est son frangin. Je pense aussi aux flics qui commencent. Enfin, il y a un gars récurrent avec un policier par exemple. Je veux pas tout dévoiler, hein, mais il y a un gars récurrent sur le fait que il y a un ancien pote de Robin Williams et devenu flic, et il y a un gars récurrent sur le flic parce que qui voit des bouées, des animaux entre guillemets de zoo, des rhinocéros, des singes, et c'est à travers ces yeux-là, il voit en fait le bizarre venir dans sa ville. Parce que le mec, c'est un bled paumé, hein, c'est pas une ville, c'est un bled paumé, il n'y a pas de zoo quelque part, et donc il voit tout ça. Donc l'humour du truc, si tu veux, avec ce personnage-là, c'est comment est-ce que homme normal voit des boulets, des animaux comme ça, ils se sentent dépassés par les événements. C'est ça le gag récurrent. Je t'actualise tellement pas mal, je le reconnais. Faut voir le film pour comprendre le truc. Faut voir le film pour comprendre le délire. C'est un film qu'il faut voir ça à très jeune âge pour pouvoir apprécier le délire, parce que c'est des trucs qui nous parlent, hein, le côté c'est une aventure extraordinaire avec des enfants. Et Robin Williams incarne un enfant qui a 20 ans, mais qui a le personnage adulte que l'on voit est encore enfant dans sa tête. C'est ce qu'on a l'habitude de voir avec Robin Williams. C'est si parfaitement. C'est le gamin qui par la force des choses devient Indiana Jones. C'est tout ça qu'il y a dans le premier Jumanji. C'est un truc qu'il n'y a pas dans la nouvelle version, ça. Où tous les personnages sont des ados, adultes, Dwayne Johnson et Jack Black. Parce qu'il y a Jack Black, il y a Dwayne Johnson, Jack Black, il y a le noir, je sais pas comment il s'appelle. Il y a Karen Gillan qui joue donc Nebula dans Kevin Hart, merci. Donc il y a tout ça. Ces personnages-là jouent des adultes dans le film. Ah non, attends, je me trompe peut-être. C'est des gamins parce qu'ils ont des réflexions adultes en fait dès qu'ils rentrent dans le jeu. Ils incarnent un retard. Le problème, c'est qu'ils ont des réflexions d'adultes, un petit peu adultes cyniques en fait. Ils sont déjà adultes dans leur tête si tu veux. Et donc du coup ça ne marche pas des masses. Alors que dans Jumanji, on les voit gamins et on voit leur évolution dans le film. On voit que le statut de gamin qui veulent partir à l'aventure, qui veulent essayer des trucs. Qu'est-ce que le film leur apprend? C'est l'évolution typique des Goonies, hein, qu'on avait dans les années 80. Hein, c'est Jumanji peut se voir un petit peu comme ça, même si c'est sorti dans les années 90. Mais c'est ça ce parfum qu'il y avait d'amusant en fait. Alors moi j'ai totalement dénigré le film à sa sortie et en renvoyant plus tard le film. Ouais, ok, les effets spéciaux sont peut-être pas terribles, mais quand même t'as cet esprit, t'as très bon les personnages. T'as des effets spéciaux animatroniques qui sont pas mal, ok, et les CGI qui sont un petit peu limite, mais il y a ce parfum on veut faire. Le film sort avec 10 ans de retard, si tu veux. Le film aurait totalement eu sa place dans une programmation, et les Goonies, et être exploré tout. Le film sort avec 10 ans de retard, ça sort en 1090. Alors que dans les nouveaux films avec Dwayne Johnson, ça marche pas, quoi. Enfin, c'est vraiment, cette fibre-là n'est pas présente. Ça me manque. Mais c'est des bons films d'aventure, n'empêche. C'est des bons films d'aventure familiaux. Mais il y a cette fibre un petit peu de Goonies, les gamins qui sont dans l'aventure, qui ont un arc en fait intime, parce qu'il y a un truc avec Robin Williams dans le sens où il a
Il y a des trucs avec son père, par exemple, je ne dévoile pas. Mais il est en fait très intime au personnage qui fonctionne bien dans le film avec William. Dans Jumanji, je trouve que ça manque. J'ai pas souvenir qu'il y ait ce genre de trucs en fait dans les films avec Don Johnson. Et toi, par hasard, tu les as vus ou pas? Enfin, il y a. Moi, je sais de mémoire, mais peut-être que tu as trouvé des trucs à. Que le premier, puis il y a longtemps. Ouais. Parce que moi, j'ai vu les deux en fait. Les deux souvent en fait comme des films familiaux et d'aventure, mais c'est trop de CGI, j'arrive vraiment pas à accrocher. Il y a un truc qui manque quoi. Il y a un truc qui fait que je ne matche pas. Mais c'est peut-être un truc que. Le tout premier, j'ai accroché direct. Bah, il y a longtemps. Hein. Je l'ai pas revu depuis. Je sais même plus quand c'est que je l'ai vu. Donc je pense que j'ai dû être un petit peu petit. Mais sinon, bah en fait, je n'ai pas vu les films avec Dwayne Johnson parce que en fait quand je voyais les bandes annonces, bah ça donnait absolument pas envie en fait. J'étais en train de me dire mais on est en train de ruiner ce que c'était Jumanji à l'époque avec Robin Williams. C'est comme si on se moquait en fait. Donc ça, j'avais pas adhéré. J'avais pas adhéré du tout. Euh, et, euh, et voilà. Et ma question aussi, donc, euh, euh, est-ce que tu peux y répondre d'ailleurs? Quel conseil donnerais-tu à une personne qui ne connaît absolument pas l'univers de Jumanji, mais qui aimerait se lancer? J'avertirai que Robin Williams et Dwayne The Rock Johnson, c'est deux délires différents. Dwayne The Rock Johnson, c'est vraiment on est dans un délire à Tron, c'est Tron pour les gamins, c'est comme ça que je définirais le truc, c'est les films Tron pour enfants, pour la famille, dans le sens où Tron et Tron Legacy, bientôt le troisième là, c'est vraiment des films, c'est un film entre guillemets pour geek, pour amateurs gamers. Le premier et le premier Robin Williams, c'est vraiment pour enfants, dans le sens où c'est un jeu de plateau, c'est pour les gamins qui avaient 80, des années 80-90, c'est c'est l'aventure exotique, c'est plus proche dans l'esprit un petit peu. C'est genre les enfants qui sont dans un univers qui découvrent un univers à Tarzan. C'est un univers à Tarzan et la jungle qui contamine l'univers, l'univers entre guillemets réel. Dans le sens où c'est un petit bourg, un bled paumé, alors que faut vraiment voir les nouveaux films, c'est vraiment pas le même délire. J'insiste sur cet avertissement-là. C'est pas le même délire. Dwayne The Rock Johnson, c'est plus un film sur le dépaysement, c'est un fantasme de geek. C'est un fantasme de les gamins qui rentrent dans un univers de jeux vidéo. Et donc, faut prendre l'univers du monde là, un univers de jeux vidéo. C'est pas du tout un univers de jeu de plateau sobre de Robin Williams. C'est les personnages qui sont plus importants que l'aspect science-fiction, enfin que l'aspect fantastique. Là, c'est vraiment tout le film, le spectacle qui apporte. C'est un petit peu avec Dwayne Johnson, c'est plutôt le spectacle qui importe, c'est l'action avant tout, c'est les péripéties avant tout. Parce que j'ai pas trop de souvenirs qu'il y ait beaucoup de chimie entre les personnages en plus. Tout ce que je me souviens des deux premiers, c'est vraiment des rebondissements en pagaille, des cascades en pagaille, mais j'ai pas souvenir qu'il y ait vraiment des moments entre les persos qui m'ont marqué. Alors que dans Jumanji et Robin Williams, il y a des tonnes. Hein. Très bien. Bien, merci à toi concernant ceci. Alors voilà, euh, juste vous dire, alors lancez-vous si jamais vous ne connaissez pas. Vous irez dans une aventure. Après, peut-être que ce sera du spectacle, comme le dit justement Mulder. Donc, mais en tout cas, n'hésitez pas à découvrir si vous ne connaissez pas. Je pense que vous passez un très bon moment en famille. Dans tous les cas, ça va être super. Cette émission est maintenant terminée. Merci à mon invité Mulder d'avoir été parmi nous, de vous avoir été là également. Toujours le soutien, merci infiniment. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rafshal Info. Je vous souhaite une belle soirée,
Prenez soin de vos proches, mais surtout, prenez soin de vous. Bisous.